Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit pour la deuxième fois Monsieur Cheikh Oumar Diallo, connu sous le sobriquet COD. Il est le président du mouvement Nouvel Horizon COD. Merci de cette deuxième comparution devant le Grand Jury. Merci de m'avoir invité. Effectivement, Abdraman rajoute la suite du nom du mouvement, c'est Nouvel Horizon Faso Diosra. D'accord. Voilà, très heureux d'être là aujourd'hui et vraiment, je vous remercie pour cet honneur d'être reçu ici. C'est un plateau de haut niveau et donc j'espère que ce soir les débats seront eux aussi de haut niveau et que j'arriverai à échapper à la condamnation. Nous le souhaitons également. Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta avec son bonnet noir. Il est le directeur de publication du journal Le Témoin, j'allais dire le 22 septembre, mais c'est bien le journal Le Témoin. Keïta, merci d'être là. Laya Djara, Chana n'est pas là, oui. Je suis son intérimaire le 22 septembre. 22 septembre. Pas de problème. D'accord. Vous pouvez le dire. Ok. En tout cas, nous faisons un clin d'œil à Chana qui doit être du côté de l'Arabie Saoudite ou au Maroc. Ça, on ne le sait pas. Vous allez en Arabie Saoudite. Justement. Donc, l'intérimaire doit savoir. Laya Djara, il est du journal au Soir de Bamako. Monsieur Djara, merci d'être là. Merci beaucoup. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. COD, votre regard sur la composition du jury? Écoutez, je pense que c'est, comme je l'ai dit, un jury de haut niveau et donc je reste à la disposition, comme on dit, de la justice. Laya, nous avons COD. Que vous inspire de l'avoir ce soir? Oui, un jeune que j'apprécie, que j'ai observé pendant longtemps, puisque COD, si ma mémoire est bonne, a fait un passage au bureau du vérificateur général. Tout à fait. Après, il s'est retrouvé dans le secteur des mines et dans l'hydromel. Et il a fait l'aventure avec son ancien patron de Wassoulor dans le parti ADP Maliba. Et après, il a créé avec d'autres compagnons une organisation politique, vous l'avez évoqué, et Nouvel Horizon Mali Diossira. Mali Faso Diossira. Et je crois, si ma mémoire est bonne, Diallo doit être aussi le PDG d'une structure qui évolue dans les finances digitales. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est une occasion pour nous d'aborder toutes ces questions de politique et de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays et la position de son organisation. Et je crois que sur toutes les questions, il doit être à l'aise pour expliquer aux Maliens son point de vue, sa vision. Et je crois qu'avec mon éminent confrère et estimé grand frère, Abdraman, je crois qu'il a dit qu'il n'y a pas de crainte. Il fera tout pour sortir de cet exercice, quoi. Indem? Je l'espère bien. Je l'espère aussi. Oui. Keïta, visiblement, votre voisin est en forme olympique ce soir. La forme, il va me torturer. Non, c'est qu'en réalité, effectivement, j'apprécie de la même façon aussi sa présence ici. Et je pense que c'est de bon ton d'avoir un jeune qui se présente. Ça varie un peu l'image du plateau. C'est l'un de deux. Je pense qu'il n'est pas jeune ici. Vous l'avez rappelé. Oui. Tu l'as rappelé du moins, Barou. Il est à son deuxième passage. C'était comme l'a rappelé mon voisin de la gauche aussi. C'était à l'époque dans le sillage de sa démission. Justement. De son premier, comment on appelle, sa première organisation politique. C'est là qu'on l'avait reçu. Je pense que cette rencontre avec lui aujourd'hui sera d'abord, avant tout, peut-être une petite rencontre de restitution, puisque depuis, on ne l'a plus reçu ici. Donc il y a une restitution à nous faire. Et comme l'a dit aussi Djara,
Laye Diarra, l'actualité est quand même pleine. Toufi, il est bien d'avoir, il serait bon d'avoir les avis, les positions et l'opinion de gens qui prétendent représenter le public, représenter les Maliens sur les orientations que le pays est en train de prendre. D'accord. Voilà. Laya, visiblement, vous êtes mieux outillé sur le parcours de l'accusé. Question, allez-y. Bon, je voudrais juste savoir, avec COD, je crois, dans une de ses confessions, je vais dire même confidence, il rendait un hommage à Moussa Mara, qui lui aurait prodigué des conseils, des sages conseils, lui dire de ne s'engager politiquement que s'il a une stabilité financière, bien entendu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte Mara vous a tenu ces propos et quel enseignement vous avez tiré de ces conseils? Écoutez, avant de répondre à votre question, je tiens ici très solennellement à saluer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie en raison de la violente crise que nous vivons depuis maintenant plus d'une décennie. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles de ces disparus, saluer en eux le courage et l'abnégation dont ils ont su faire preuve en donnant leur fils, leur fille, leur père, leur mère à la patrie pour la défense de celle-ci. Donc qu'ils sachent ici qu'ils ont véritablement toute ma reconnaissance et toute celle du peuple malien. Vous l'avez dit, aujourd'hui on est véritablement en train de nous engager dans un débat qui doit être un débat très important, un débat qui doit nous permettre de véritablement nous situer sur la ligne. Et avant de pouvoir nous situer sur la ligne, il y a des principes de base que vous avez rappelés qui fondent mon engagement, qui font qu'aujourd'hui je suis tel que je suis et que je l'imagine, j'évoluerai progressivement davantage. Moussa Mara, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de mes années estudiantines. J'étais en train d'étudier et il s'avère que quelqu'un de sa famille qui était dans le même sillage estudiantin que moi m'a fait part du passage de l'ancien Premier ministre sur Paris et que ce serait bien, vu qu'on est dans des études de relations internationales, de sciences politiques et autres, et bien que je le rencontre pour qu'avant même de retourner au pays, j'ai déjà rencontré d'autres personnalités. Et je vous avoue qu'il était très jeune à l'époque aussi. Je crois qu'il était même plus jeune que l'âge que j'ai actuellement. Et eh bien, il m'a reçu avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sincérité. Et il a été très clair. L'engagement, ce n'est pas que de la conviction, c'est aussi une certaine forme d'assise. Il ne faut pas s'engager pour le plaisir de s'engager en pensant que les bonnes intentions et les convictions réussiront à vous nourrir. Et un homme politique sans emploi, c'était un criminel en puissance, pour paraphraser une phrase célèbre de Thomas Sankara. Oui. Et donc, que si jamais cette envie me parcourait, qu'il fallait vraiment que ce soit avec un emploi. Alors bon, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à travailler réellement au bureau du vérificateur général à partir de 2013. Et ça a été l'occasion là-bas aussi d'apprendre beaucoup sur le fonctionnement de l'État. Et puis, comme vous le savez, là-bas, les salaires sont assez respectables. Si on les compare à la moyenne nationale, et donc de me construire progressivement. Et j'ai toujours voulu garder cette forme de stabilité financière pour garder cette indépendance intellectuelle. D'accord. Donc je pense que ce conseil-là me sert toujours. Mara avait raison hier, aujourd'hui également. Mais je pense que c'est une réalité que moi aussi je répète aujourd'hui à tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager. Assurez-vous d'avoir un minimum d'emploi avant de vouloir vous battre pour le pays. Keïta, allez-y. Bon, je l'avais annoncé, j'avais donné le temps dès le départ, parce que quand vous nous quittiez ici, c'était dans le cadre du lancement de nouveaux mouvements. Et vous nous annonciez la venue de beaucoup de leaders associatifs. Et dans les sièges du divorce. Le divorce, c'est clair, effectivement. Ouais. Du divorce avec ADP. Tout de suite, les grands mots. Ouais. Donc, et
de grands leaders associatifs que vous nous avez associés, qui avaient manifesté la volonté de vous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que les adhésions attendues ont été au rendez-vous? Et quel est l'état du mouvement que vous avez lancé depuis que vous avez quitté ADP Maliba? Écoutez, je crois que à l'époque, j'ai dû être un peu plus modeste que comme vous le présentez, même si effectivement... J'ai les propos ici que vous avez tenus. Vous avez dit, j'ai également constaté que de très nombreux leaders associatifs et des leaders d'opinion à travers le pays ont marqué leur volonté de nous soutenir. Je dirais même plus, de nous rejoindre dans notre nouvelle aventure au sein du mouvement. Voilà ce que vous avez dit, textuellement. Tout à fait, et c'est le cas. Donc, je n'ai pas exagéré en le disant. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le mouvement, il suit son cours. Vous savez, la vie politique et la vie associative au Mali, elle est beaucoup plus complexe que toute personne pourrait se l'imaginer. Nous avons vraiment mené un certain nombre d'actions visant à constituer des structures sur autant de territoires qu'on le peut. Mais il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, le contexte, il est tel que l'action politique et l'action associative est quelque chose de très complexe, c'est très difficile. Aujourd'hui, les gens n'ont pas véritablement l'oreille attentive à une structuration politique, à une structuration associative, ce qui fait que notre mouvement aujourd'hui est dans le même état que, je dirais, la plupart des organisations qui sont dans ce pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Donc les adhésions attendues n'ont pas été au rendez-vous tel que vous l'avez dit. Moi je suis très fier de ce... les grands leaders d'opinion qui vous ont rejoint, par exemple? Ce que je veux vous dire, et c'est là où justement j'aimerais attirer votre attention. Vous savez, on est toujours très concentré sur ce qui est les questions de personnes et de renom et de tout ce qui doit être véritablement très spectaculaire quand on doit parler de politique. C'est l'image qu'on veut donner à chaque fois. Mais moi, je ne conçois pas l'action politique comme étant une action dans laquelle il faut ramasser le plus grand nombre de personnes sans pour autant s'assurer que... Non, vous avez annoncé la venue de personnalités de qualité. Oui, qui mais sont ceux-là. Vous voulez que je vous dise quoi? Que j'ai reçu des ministres, que mais j'ai non, des députés, dites au moins quelques-unes de ces personnalités. Mais c'est des jeunes. Vous avez Moribo Kone qui vit à Daoudabougou. Vous avez Sekou Diarra qui est également dans la commune 5, l'endroit où nous souhaitons être le plus actifs. C'est des leaders d'opinion? C'est des leaders associatifs? Oui, tout à fait, exactement. Des leaders locaux, oui. Des leaders locaux. Des leaders locaux. Ouais. Donc, nous ne sommes pas dans une perspective où on va vouloir se donner une image que nous n'avons pas. Ok, d'accord. Non, s'il vous plaît, Abdraman, laissez-moi terminer, parce que vous allez ouvrir un sujet quand même qu'il faut que je traite. Allez-y. Donc, on n'est pas dans une logique où on veut se faire passer comme étant la première force politique dans le pays. Ça, ce serait mentir. Nous avons l'ambition d'être un acteur important dans ce pays-là, mais nous savons qu'il y a des étapes à passer une après les autres. Moi, je n'ai même pas la carrure aujourd'hui de prétendre à avoir le même rang et le statut que des partis ou des organisations qui sont là depuis des dizaines d'années. Donc nous allons à notre rythme, nous allons doucement, mais très sûrement. Parlons de votre personne. Nous, on est quelque part aussi, ce sont les personnalités qui font les mouvements. Et vous êtes construit quand même une certaine notoriété dans votre association de provenance, première association, de votre parti politique, du moins ADP Maliba. À l'époque, il faut reconnaître que tout le monde, COD brillait de ses mille feux. Ouais, tout le monde parlait. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Je sais pas, vous êtes un peu, on ne peut pas dire que vous êtes tombé dans l'anonymat, mais vous n'êtes plus sur les projecteurs tels que vous l'étiez auparavant. Ça, je vais vous le dire. Non, attendez. Il va poser la question. Je n'ai pas terminé. Vous allez nous expliquer ça. Je ne prétends pas qu'en réalité, ce n'est pas la même chose aussi pour le parti que vous avez quitté. Hein. En réalité, comme vous l'avez dit, les partis politiques subissent un certain éteignoir qui les fait disparaître depuis un certain temps. Mais vous êtes en train quand même, votre personne a perdu un peu de sa superbe sur la scène publique. Ça, chacun est libre de son jugement, mais ce que moi je dirais tout simplement qu'il y a... Vous ne l'avez pas senti vous-même personnellement? Non, mais vous savez, les choses sont une question de choix personnel aussi des fois. Moi aujourd'hui, je ne suis pas dans une optique de vouloir avoir tous les projecteurs sur moi-même et de vouloir être au centre du débat et de l'actualité nationale. Moi aujourd'hui, j'ai des priorités qui se concentrent essentiellement sur le maintien de notre organisation dans des conditions qui nous permettent de pouvoir prétendre à la gestion locale et à la représentation nationale. C'est ça notre objectif. Nous ne sommes pas dans un objectif présidentiel.
très clairement, c'est ce que notre organisation a décidé, et nous sommes dans... une œuvre de construction d'abord. Locale. Nous sommes convaincus que le véritable développement, c'est de la base vers le sommet. C'est réaliste. Mais exactement, il faut pas qu'on continue dans le mensonge qui consiste à estimer que dès qu'on crée une organisation, il faut obligatoirement qu'à la seconde qui suit, elle soit représentée sur tout le territoire national. Chaque organisation est censée travailler progressivement, d'abord dans un fief, et puis ensuite s'étendre sur le reste du territoire. Donc ça, c'est des choses qui prennent le temps que ça doit prendre. Et au-delà de cela, j'aimerais rappeler aujourd'hui que la situation économique est telle que les esprits ne sont même pas dans la concentration sur l'action politique, mais plutôt dans la préservation de l'emploi qui est là, dans la préservation des ressources, dans la subsistance. Et donc, on ne peut pas exiger à tout le monde d'être toujours aussi actif qu'auparavant. Donc moi aujourd'hui, personnellement en tout cas, je suis dans cette dynamique de construction locale et dans le même temps, je me concentre sur le sujet qu'on abordera certainement plus tard, qui est mon entreprise de crypto-monnaie. Mais quand vous dites que vous êtes sur une logique de construction locale, et ça veut dire qu'au plan national, vous n'êtes pas implanté. Bien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre état sur le terrain? Écoutez, je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, nous sommes très concentrés localement et plus précisément dans le district de Bamako, en commune 5. C'est là-bas que nous sommes véritablement installés. Et c'est pas ambitieux. Oui, bon, vous savez, je vous l'ai dit, c'est pas en allant vite qu'on ira mieux. Très souvent, vous l'avez vu, beaucoup de gens qui vont décoller très rapidement et venir très régulièrement dans les médias et exploser, se retrouvent très rapidement dépassés par l'ampleur de ce qu'ils ont. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut une dose de réalisme politique et une dose de réalisme dans l'action citoyenne qui amène chacun à se concentrer sur le développement local d'abord, sur la construction d'une identité et d'une vision du développement local avec certains, et puis progressivement monter. Mais cela n'empêche que sur le plan national, notre organisation, justement, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de jeunes possible, c'est allié avec d'autres organisations pour mener des activités sur tout le territoire national. Et ça, c'était notamment notre participation aux activités de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau, qui nous a permis de toucher presque l'ensemble des régions du Mali et même la diaspora. Et donc, voilà, nous, on est conscient qu'avec les moyens que nous avons, nous devons travailler localement, et si nous aspirons à mener des actions ailleurs, eh bien, c'est ensemble que nous pourrons le faire le mieux possible. Tout à l'heure, on faisait tous allusion à l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Il est aujourd'hui au cœur de l'actualité pour avoir renoncé à ses avantages financiers dus à son rang d'ancien Premier ministre. Comment vous commentez cet acte de l'ancien PM Mara? Écoutez, je pense qu'on en a fait une très grosse polémique inutilement. C'est un acte qui a été posé, qui est un acte à saluer parce qu'il contribue à la réduction des dépenses de l'État et qui, dans ce contexte bien particulier, est quelque chose qui aide, même si ce ne sont pas des centaines de milliards, mais c'est quand même des montants qui aident l'État à pouvoir faire face à ces urgences. Et donc, en cela, je pense que le Premier ministre doit être véritablement salué pour l'avoir fait. Maintenant, beaucoup de gens se sont interrogés sur le timing, sur les raisons de tout cela. Moi, je pense que de temps en temps, il faut... Au-delà même du timing, il a invité et le président de la transition et le Premier ministre à faire de même. Oui, bon, ça, c'est ce que lui, il souhaite et il est libre de le demander. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il faut qu'on s'habitue aussi à voir des actes posés par les gens comme étant des actes posés sincèrement. Maintenant, c'est clair que ces actes-là ont une connotation politique parce que c'est un acteur politique. Donc, justement, est-ce que vous encouragez le président de la transition et le Premier ministre à emboîter les pas du... Moi, je ne veux pas le prendre sur une logique de personnes et d'individus. Je veux le prendre sur la logique de l'État. Et je pense qu'effectivement, la réduction du train de vie de l'État doit se poursuivre pour permettre de faire face à des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants, notamment en matière de sécurité, en matière d'éducation nationale, en matière de santé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'urgences sur lesquelles qui doivent nous amener justement à réduire de manière globale le train de vie de l'État. Allez-y, Keïta. Vous êtes jeune. Vous prônez vraiment l'émergence de la jeunesse. Et le président de la transition actuelle en Vénin avait dit que s'il échouait, c'était la jeunesse qui avait échoué.
est-ce que vous pensez qu'avec lui, la jeunesse est en train de gagner? Tu trouvais son compte, hein? Vous savez, ça c'est les raccourcis. Ce sont les raccourcis. Moi, j'aime bien discuter des choses en prenant les enjeux les uns après les autres pour mieux se situer. Je dirais qu'il y a certains secteurs sur lesquels, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées notoires, de changements profonds dans la manière dont l'État aborde ces enjeux-là. Je veux parler des questions diplomatiques, je veux parler des questions sécuritaires, je veux également parler des questions liées à la sécurité de nos productions les plus importantes, comme le coton, où il y a vraiment un pied qu'on met dans le plat qu'on n'a jamais mis dans le plat auparavant. Ouais. Maintenant, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des attentes très fortes, des attentes incroyablement importantes, notamment dans ce qui concerne la question énergétique, qui est un véritable problème aujourd'hui, avec les coupures et l'impact que cela a sur les entreprises. Il y a la question... Monsieur Diallo, oui, vous avez dit que vous êtes dans une dynamique juvénile. Tout à fait. C'est à ce titre qu'on vous a posé cette question, qui se rapporte vraiment aux enfin, engagements du président, du chef de l'État, oui, vraiment, de faire une politique de jeunes. Est-ce que vous voyez vraiment cette trame juvénile-là dans les actions publiques? Est-ce que vous voyez les effets de cette trame? Ouais, c'est ça qu'on veut, mais savoir. Mais pour moi, je le vois totalement. Oui, bon, mais lesquels? Je le vois totalement. Lesquels? La première des choses, c'est que en matière de diplomatie, nous avons toujours été dans une logique de prudence extrême et quasiment de soumission, qui a fait que le Mali, progressivement, est devenu un pays sous tutelle et un pays... Et en quoi cela contribue à la promotion de la jeunesse? Non, mais c'est pour ça, moi, je vous dis, cette question de jeunes, vieux, en permanence... Mais c'est vous qui l'avez dit, que vous êtes dans une dynamique juvénile. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Attendez. Vous avez toujours soutenu. Attendez, mais n'essayez pas de m'amener sur... Et vous étiez aussi le président de la jeunesse de la DPA, ce que je sache. Mais tout à fait, mais aujourd'hui, j'ai quel âge? Je n'ai plus 35 ans, moi. Je ne suis plus le jeune. Je ne suis plus que le jeune. Vous êtes quand même plus jeune. Je continue. Vous êtes quand même plus jeune. Lui-même, en le disant, il avait plus de 35 ans. Bon, comment vous voulez que je réponde à la question, en fait, concrètement? Si vous voulez que je vous parle des avancées... Les engagements du chef de l'État sont au rendez-vous aujourd'hui. Si vous voulez que... Écoutez-moi, si vous voulez que je vous parle de mes attentes personnelles sur la question de la jeunesse, je vous répondrai très clairement. Depuis 2020, lors du dialogue national, j'ai toujours promu l'adoption d'une loi pour la promotion des jeunes dans les fonctions électives et nominatives. Ce travail-là, nous l'avons poursuivi pour essayer d'obtenir des avancées dans ce domaine-là. Ça s'est passé par la remise de rapport au ministre de la Jeunesse et au Premier ministre par intérim, et ça s'est également poursuivi à travers des actions de plaidoyer. Et cela a conduit à ce que le gouvernement adopte en Conseil des ministres, dans le cadre du plan de développement de la jeunesse, eh bien, la mise dans ce programme-là de l'adoption d'une loi pour la promotion des jeunes dans les fonds. Maintenant, ça n'a pas encore été fait, mais c'est des avancées qui sont dans cela. Maintenant, quand on essaye simplement de vouloir ramener tout le débat à une question de c'est un jeune ou c'est un vieux, à mon avis, c'est très réducteur. Et moi, je ne pense pas que... Ça, c'est défendable. D'accord. Mais quand vous venez... Terminez. Quand vous avez pris date, je me rappelle aussi. C'est pour ça que je dis que ce débat doit être un débat de restitution. Vous preniez date en disant que vous voulez promouvoir la gouvernance et le changement des mentalités. Oui, tout à fait. Ouais, que le mouvement Nouvelle Horizon incarnera cette nouvelle vague de citoyens qui remettront le Mali sur la voie de la construction nationale, ainsi de suite et autres. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'état de la gouvernance sous cette transition, vous qui vous battez pour la bonne gouvernance? Je vous l'ai dit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais si on doit... Non, mais il faut comparer à ceux que nous avons déjà vécu. C'est ce qu'on veut en réalité. Puisque si on vient pour changer, c'est pour changer dans le positif. On est d'accord que tout ne peut jamais être noir ou blanc à la fois. Ce n'est pas possible. D'un coup, ça c'est un peu extrémiste. Mais d'accord, mais réellement, c'est par rapport à autre chose que nous comparons. Ce que nous avons vécu, ce que vous avez vous-même inspiré de vous intéresser à la gouvernance, c'était par rapport à des faits. Par rapport à une réalité bien donnée. Oui. C'est par rapport à cette réalité. Il a bien compris, Keita. Oui. Allez-y. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi,
dans le passé, ce qui était problématique, réellement problématique, c'était la problématique de la sécurité dans notre pays. Il y avait une stratégie qui avait été une stratégie adoptée à travers la mise en place de la MINUSMA, à travers l'installation de forces étrangères diverses qui ont tenté de résoudre le problème sécuritaire du Mali en s'appuyant notamment sur un accord qui était l'accord issu du processus d'Alger, n'est-ce pas? Cette stratégie-là a, pendant plus de 10 ans, connu un enlisement qui ne nous a pas permis de recouvrer l'intégrité territoriale et surtout de permettre aux forces armées maliennes de pouvoir se projeter sur l'ensemble de son territoire national. Donc nous étions face à un blocage total dans la possibilité pour le Mali de pouvoir se remettre en situation de sécurité. Et tout cela était en quelque sorte une situation que nous-mêmes nous avions encouragée en faisant preuve d'une faiblesse incroyable, notamment par rapport à l'action internationale et au plan international qu'il y avait. Donc, moi, pour moi, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, Keïta. Non, à l'époque, je dis comprendre, vous avez pris date. En parlant de gouvernance, ce n'est pas de cela que vous parlez, des questions de sécurité. Si, vous avez je ne parle pas que des questions de sécurité, mais j'étais en train de venir. De faire barrage à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Oui, tout à fait. C'est ça en réalité. Oui. C'est ça le truc sur lesquels vous avez axé votre engagement à l'époque. Je vais vous le dire, j'ai axé mon engagement sur un sens des priorités. Et le sens des priorités, ça ne veut pas dire que tout doit être ensemble une priorité au même rang. Moi, pour moi, la première des priorités, c'était de faire en sorte que le Mali reprenne en main sa souveraineté pour imposer sa propre stratégie de reprise du territoire national, notamment à travers Kidal. Et ça, moi, je pense que dans ce domaine-là, nous étions face à une certaine forme de blocage total qui était caractérisé par le fait que le Mali n'était pas entendu, n'était pas respecté et n'était pas compris dans son désir de vouloir reprendre son territoire. D'accord. Et sur le plan de la corruption, comme il l'a mentionné. Voilà, et puis comment voyez-vous effectivement l'évolution dans ce sens de ce que vous avez souhaité au départ? Ben, écoutez, je dirais qu'aujourd'hui, la justice doit aller encore davantage rapidement dans le traitement des dossiers liés aux crimes économiques. Surtout que vous avez été au BVG, hein? Oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a eu une session spéciale de la Cour d'appel. Qui vient de finir. Qui vient de terminer. Oui. Et j'espère que cela va se poursuivre. Maintenant, la lutte contre la corruption, toute personne qui vous dira qu'elle sera résolue en 6 mois, vous aura menti. Tout simplement. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un certain... Laissez-moi aller au bout. Ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'avancées, notamment dans le changement des lois qui portent sur les crimes économiques et financiers, que moi-même j'avais porté lors du dialogue national inclusif en 2020 et qui a ensuite été repris lors des assises nationales de la refondation et qui consistait à demander à ce que les crimes économiques et financiers soient imprescriptibles. Moi, je pense que c'est des avancées progressives que nous allons avoir, mais tout ne va pas aller à 100 à l'heure. Hein. Allez-y. Voilà. Moi, je ne suis pas de la... Allez-y, Laya. Oui, allez-y. Surtout l'aspect sécuritaire. Et vous étiez de ceux qui l'ont considéré comme les extrémistes parce que vous avez prôné le refus de tout accord avec les groupes armés. Et pourtant, pendant le dialogue, il y a des voix qui sont levées pour demander à ce qu'on négocie. Aujourd'hui, est-ce que vous maintenez cette position? Moi, je suis convaincu que tout individu sur le territoire national qui porte des armes ne peut les porter que dans le cadre des forces armées maliennes et des forces de défense et de sécurité, donc. Et tout individu qui sort de ce cadre-là, c'est la logique même pure d'un État qui veut que cette personne soit désarmée si elle n'en a pas l'autorisation. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de discussion possible à avoir sur ce sujet-là. Maintenant, vous évoquez le dialogue national où certains ont demandé non, je parle de signature. Vous dites qu'il ne faut pas que l'on signe désormais. Oui, pour moi, il n'y a aucune logique à la signature d'un accord. Premièrement, parce que cet accord remettrait encore une fois l'erreur que nous avons faite à plusieurs reprises, l'État sur le même pied d'égalité qu'un groupe d'individus qui portent des armes. Et dès cet instant-là, il y a un déséquilibre qui met en jeu la souveraineté de notre pays. Et moi, je n'ai jamais vu un pays dans lequel, eh bien, un État se retrouve à signer un accord avec des groupes armés
qui revendique clairement la sécession du pays. Vous l'avez vu en Europe. Est-ce à dire que vous trouvez que c'est l'option militaire et la seule qui paye? Non, ce n'est pas la seule qui paye. L'option militaire s'impose parce qu'elle doit être un vecteur de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mais au-delà de cela, ce qui est le plus important, c'est véritablement le renforcement de l'état de droit et de faire en sorte que tous les citoyens soient réellement égaux sur l'ensemble du territoire national et face à toutes les problématiques de l'État. Et moi, je pense que c'est là-bas que se trouve le cœur du problème, la construction d'un véritable état de droit dans lequel la justice s'appliquerait réellement et intégralement sur l'ensemble du territoire national, où les conditions d'accès à l'emploi seraient les mêmes pour l'ensemble des citoyens sur toute l'étendue du territoire national, où les questions de santé également seraient traitées de la même manière. Bref, un état de droit réel dans lequel le citoyen se sentira véritablement membre d'une communauté globale qui est la communauté Mali. Et moi, je pense que c'est ce travail qu'il y a à faire parce qu'on évoque le plus souvent les problèmes qui sont dans le septentrion du pays, mais ces mêmes problèmes se retrouvent sur l'ensemble du territoire national si on y regarde de plus près. Donc ça, c'est un travail de fond et de très longue durée qui doit nous amener d'abord à sécuriser le territoire, effectivement par la force si nous en avons les moyens, de le faire avec la plus grande énergie possible, avec le soutien de tous les citoyens, et dans le même temps faire en sorte que l'état de droit soit une véritable réalité, parce que tant que ce problème-là restera un grain de sable dans la machine de construction nationale, eh bien nous revivrons ces crises-là à répétition. Mais ce ne sont pas des accords qui vont permettre à notre pays de sortir de ça. Allez-y, Keïta. C'est mon point de vue. Allez-y, Keïta. Il parle comme si le Mali vient tout juste d'exister, que le Mali n'avait pas existé auparavant et avait déjà signé d'autres accords. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu un État qui signe avec des... Mais si vous voulez, je reformule. Je n'ai jamais vu un État qui ait signé un accord avec des groupes armés qui ait réussi à régler le problème. Qu'à cela ne tienne. En Colombie, on voit, ça se passe très bien pas mal avec les FARC et autres là. Il faut bien voir comment le problème des FARC a été réglé. Parce que je vous invite à bien vous renseigner. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi. Mais vous pensez que de ne pas négocier, parce que ce que vous êtes en train de dire, de ne pas négocier avec les groupes qui sont armés, c'est que vous consentez que nous devons rester dans cette situation de guerre aussi longtemps que les protagonistes ne seront pas désarmés. Mais écoutez, parce que c'est ce que vous défendez. Vous pensez... C'est ce que vous défendez. Je vais vous expliquer. C'est ce que vous défendez comme logique. Or, si on reste dans cette situation, on pourrait rester éternellement dans une situation d'exception. Vous savez, tout ceci dépend de la volonté et des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurisation du territoire national. Vous savez, il ne faut pas jouer avec la question de la sécurité en espérant que des gens qui ont clairement signifié qu'il n'y aurait pas moyen pour eux de rester dans la République, sauf à ce que l'on accepte leurs conditions. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on discute avec des groupes terroristes? Mais vous allez le faire, parce qu'en réalité, c'est des trucs garantis. C'est signé pas, ce n'est pas signé à l'international. Et moi, je vous pas le dis. Tout le monde, ce n'est pas seulement le Mali qui a signé, c'est un engagement à l'international. De quel engagement vous parlez? Je parle de l'accord, par exemple, qu'on avait déjà eu. Le défunt accord, effectivement. C'est des engagements. Mais il nous a menés où? Il continue encore. Non. Il nous a menés où? C'est la responsabilité de beaucoup, c'est la responsabilité de se situer à tous les niveaux, pas seulement à leur niveau. La responsabilité se situe à un niveau. Ça se trouve aussi à d'autres niveaux. La responsabilité se trouve aussi. Vous savez, mais je ne vous ai pas. Attendez que je revienne sur ce sujet. Parce que moi, je ne tiens pas non plus à jeter l'opprobre sur tous les dirigeants du pays comme ça, gratuitement. Je dis qu'à ce moment-là, le Mali était tellement à terre qu'il a été contraint de signer cet accord-là, sous cette forme-là, pour pouvoir rester en vie, le pays. Donc, quand vous êtes dans ce type de situation-là, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas une situation qui préserve les intérêts de la nation. Maintenant, nous avons tenté, à travers justement cette implication internationale, de faire en sorte que cela fonctionne et aboutisse au désarmement des groupes armés, mais ça n'a jamais réussi à se faire. La preuve, l'armée malienne était cantonnée sur son propre territoire national et devait demander des autorisations rien que pour survoler son propre territoire. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ça, c'est quelque chose de viable? Ça, qu'il y a des responsabilités dans tout ça, sur lesquelles on ne peut pas s'étendre. Mais vous conviendrez avec moi sur ce plateau, que cela a échoué. Sur ce plateau, ça a échoué de la responsabilité de toutes les parties.
Mais pas écoutez, seulement des gens aujourd'hui que vous ne voulez pas. L'État n'avait aucun intérêt, de mon point de vue, l'État n'avait aucun intérêt non, à rester. Ça dépend de l'État de quel temps. C'est ça le problème, ça dépend de l'État de quel temps. Et comme vous l'avez dit, c'est quand même un accord qui a été signé à notre corps défendant. Oui. La volonté de ne pas l'appliquer était là dès le départ. Initial, en réalité, elle était la volonté de ne pas appliquer l'accord était congénitale à cet accord. On peut évoluer un peu à Guetta. C'est une évidence. C'était congénital à cet accord. Nous évoluons parce que nous revenons sur la question de sécurité. Allez-y. Vous pensez qu'en réalité, jusqu'à quand je vous ai posé la question sur la corruption, vous avez trop insisté, puisque vous êtes peut-être, vous avez connu un passage au BVG sur le côté répressif de la corruption. Mais moi, je voudrais qu'on passe quel est aujourd'hui le comportement même des autorités qui sont en train de nous gérer par rapport à ce que vous revendiquez comme bonne gouvernance. C'est le problème. Est-ce qu'aujourd'hui la transparence existe? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de corruption encore? Est-ce qu'aujourd'hui l'État est en train de comme vous avez parlé de train de vie de l'État, est en train de renoncer, dans le cadre de la bonne gouvernance, à des privilèges qui contredisent un peu ce que vous défendez comme orientation. Rien que la manière dont vous posez la question amène à être perçu soit comme un pro ou un anti. Vous voyez? Non, on veut le savoir. C'est le sens de la question. Non. C'est le sens glissé qui a... C'est ça, c'est la manière. Écoutez, c'est la manière de poser la... Non, c'est la manière... Moi, je fais ma lecture. C'est votre jugement. Non, c'est votre sentiment de ce qui doit être fait. C'est votre jugement sur la manière de poser la question. Ça, c'est pas un problème. Non. Mais votre manière de répondre vous appartient. Ouais. Répondez sans être pour ou contre. C'est pas un problème. Mais à chaque fois que je tente de le faire, vous m'interrompez. Allez-y. Allez-y. Ouais, monsieur le président, en définitive, c'est assez compliqué. Allez-y. Donc, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, le train de vie de l'État peut être davantage réduit. Ça, c'est une évidence. Mais le président de la transition, il a annoncé à tout le monde qu'il a abandonné une partie de son fonds de souveraineté pour justement réduire le train de vie de l'État. C'est vrai qu'ensuite, celui-ci est utilisé pour mener certaines actions d'œuvres sociales. Maintenant, chacun a son avis dessus. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais qu'il y ait des œuvres sociales qui soient faites, parce qu'en réalité, les Maliens souffrent à un point que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Je sais que vous êtes des journalistes, vous êtes sur le terrain, vous le savez quotidiennement. Il y en a qui n'ont toujours pas accès à l'eau, il y en a qui n'ont toujours pas accès au minimum basique. Et donc, voilà, pour moi, aujourd'hui, il y a ce travail à faire. Maintenant, pour revenir encore sur la question de la corruption, de mon point de vue, ce n'est pas que l'aspect répressif qu'il faut voir dans cela. La première des choses, c'est de venir à un réalisme sur l'état des rémunérations des fonctionnaires qui sont dans ces emplois dits publics et qui, pour le plus souvent, sont payés des misères si on regarde comment l'inflation a galopé sur les 20-25 dernières années. Donc pour moi, il y a un véritable travail d'épurement d'abord au sein de la fonction publique qu'il y a à faire pour faire en sorte qu'elle ne soit pas engorgée inutilement, parce qu'elle n'a servi qu'à ça en réalité, à créer des emplois à répétition pour essayer d'absorber un peu. Ça, vous êtes en train de dire ce qu'on doit faire. Nous, on veut votre regard sur ce qui est en train d'être fait. Mais je vous ai donné mon regard sur ce transparence. Est-ce que la transparence aujourd'hui est au rendez-vous? Parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance sans parler de transparence, par exemple, dans la passation des marchés publics et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir que les choses ont changé par rapport à ce qu'il y avait? Mais je vous dirais... Vous avez travaillé quand même au BVG. Je vous dirais que si rien qu'à observer les scandales dont nous entendons parler sur certaines des affaires qui ont ponctué l'actualité, notamment avec ce qu'on a entendu, les rumeurs, parce que je ne veux pas dire des vérités ou pas, mais les rumeurs que l'on entend sur le dossier de la CMDT, les rumeurs que l'on entend sur certains autres dossiers, ça prouve que des fois, même si vous êtes le plus saint des présidents de la République, si vous avez une administration qui est compliquée à gérer... Et je ne parle pas du président de la République. Allez-y, Daya, on va parler de cette... Moi, je voudrais qu'on parle de cette visite de Sonko au Mali. Allez-y. Je voudrais juste qu'on parle de politique, parce qu'on a en face un acteur politique. Il fallait commencer par là. Parce qu'on a en face un acteur politique. Oui. Et vous avez assisté quand même à une mesure, c'est-à-dire la suspension des activités des partis politiques et à caractère politique des associations, dont la violation a valu
à certains acteurs, certains leaders politiques d'être embastillés. Vous, au sein de votre mouvement, comment est-ce que vous avez perçu la mesure? Comment vous l'avez jugée? La mesure a été déjà levée. Levée, oui. Okay, mais en son temps, comment, en tant qu'acteur politique, comment ils l'ont perçu? Ça a été une mesure extrêmement sévère et qui n'aurait jamais dû arriver. Parce que ça sévère seulement. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mettez-moi un mot dans la bouche, allez, je vais le prononcer. Ça veut dire que ça peut être légal aussi, tout en étant sévère. Parce que les autres, le revers sont l'illégalité, c'est ça le problème. Jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas entendu la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême dire que c'était illégal ou pas. Donc moi je ne suis pas le meilleur juriste du pays pour dire à la place de ces structures-là si c'était légal ou si c'était illégal. Je constate que ça a été une décision prise par les autorités qui est regrettable, que je n'aurais jamais souhaité pour notre pays, mais qui montre à quel point le contexte politique est extrêmement tendu. Et en réalité, ça montre également... je vais vous parler sincèrement. Je vais vous dire que pour moi, c'est le point culminant de la faiblesse totale des partis politiques, de leur faiblesse totale et de leur manque d'unité dans le traitement de ces différents problèmes. Et je souhaite, parce que je connais beaucoup de ceux qui ont été justement, qui sont en détention actuellement, je leur souhaite vraiment d'en ressortir le plus rapidement possible, parce que je ne souhaite à personne, même mon pire ennemi, de se retrouver enfermé. Et l'unité aurait changé quoi? Mais vous le savez, aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, c'est non seulement parce que les partis politiques sont complètement désavoués au niveau populaire, de manière globale, même si certains se distinguent. Vous avez évoqué l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui continue à mener ses activités sur le terrain, dont le parti aussi continue à mener beaucoup d'actions. Mais globalement, si on en est aujourd'hui ici, avec cette forme d'acceptation populaire des faits accomplis en quelque sorte, c'est parce que les gens n'ont plus du tout confiance dans leurs partis politiques. Vous parlez comme si les partis politiques... Vous avez terminé là, c'est s'il vous plaît, Keita, il n'a pas terminé. Allez-y, il n'a pas terminé, Keita, allez-y. Si vous permettez. Bon, maintenant, ça me permet de rebondir sur ça va quitter le sujet. La visite. Il faut qu'on évolue un peu, allez-y. Il y a juste quelques jours, on recevait le Premier ministre sénégalais dans notre pays. C'était une première depuis sa nomination. Peut-être il y a eu beaucoup de commentaires autour de cette visite, parce qu'on sait que son président quand même a été désigné pour intervenir, pour faire la médiation auprès des autres chefs d'État. Mais quel est votre commentaire? Parce que cette visite est différemment appréciée au sein de l'opinion publique malienne. Je crois qu'aujourd'hui, notre sous-région est dans une confrontation de deux lectures différentes de la manière dont la souveraineté des États doit aborder la question de l'intégration africaine également. Parce que c'est deux principes éminemment contradictoires, mais qui doivent tous avoir pour finalité de conduire à l'unité africaine, n'est-ce pas? Pour le Premier ministre Sonko, il note, comme le Mali, que la CEDEAO a, selon lui, connu des insuffisances, moi je dirais failli à sa mission, mais pour lui, il faut rester dans cet ensemble régional et travailler à ce qu'il reste tel qu'il était. Côté malien, c'est mon option et c'est ma lecture de la situation. Pour moi, nous étions arrivés... Vous pensez comme Sonko? Non, je veux dire, je ne pense pas je ne pense pas du tout comme Sonko. Pas du tout. Pour moi, nous étions arrivés à un point où les relations entre le Mali et la CEDEAO étaient arrivées au point total de rupture qui était inévitable. Parce qu'en réalité, on nous a imposé un poids pour nous demander ensuite de rester à supporter ce poids-là que eux-mêmes nous ont posé sur la tête. Parce que si on regarde bien d'où nous venons d'une situation de 2020 où l'État avait reçu la médiation des acteurs de la CEDEAO qui ne sont repartis de là-bas qu'en disant à ceux qui contestaient légitimement des résultats de législatives d'accepter le renversement des institutions par une autre institution. Et donc,
au final, en partant comme ça et en nous laissant face à notre problème, en nous disant non, vous avalez la pilule, eh bien le Mali n'avait plus que deux choix. Soit on restait dans cette situation en l'acceptant le fait accompli, donc une certaine forme de renversement des institutions par une autre institution, c'est clairement ma lecture de cette situation, soit il y avait un renversement qui allait se produire d'une autre manière. C'était les deux seuls choix que le Mali avait. Et ensuite, attendez, je viens. Sur la même question. Et ensuite, quand cette même CEDEAO qui nous a laissé face à ces deux choix qui étaient renversement d'un côté ou de l'autre, vient ensuite nous taper dessus en nous disant de nous mettre à genoux pour accepter à nouveau ces mauvaises solutions, bien à partir de là, ça veut dire que quel que soit ce que nous aurions fait, eh bien, on allait chercher à nous imposer une solution qui n'a jusqu'à aujourd'hui apporté aucune solution. Ok, c'est votre dernière question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui pensent que les ensembles doivent rester figés éternellement, même si ça ne va pas dans ces ensembles. Si c'était le cas, on ne serait jamais sorti de la colonisation. Si c'était le cas, on ne serait jamais sorti des anciens royaumes. Le monde, il évolue. Donc aujourd'hui, pensez que le fait de vouloir rediscuter des ensembles régionaux et des stratégies des ensembles régionaux sur le continent africain est un crime, mais moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Je voudrais savoir, aujourd'hui, c'est clair, le Mali a clarifié sa position, comme le Niger et le Burkina d'ailleurs, on a décidé du retrait de cette organisation. Selon vous, est-ce qu'on a beaucoup plus à gagner ou beaucoup plus à perdre en retirant de cette organisation? Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. Si, je trouve, oui. Non. Pour moi, c'est une manière de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut se poser la question autrement? Allez-y. En quoi l'AES, selon vous, est une alternative viable et fiable à la CEDEAO? Moi, c'est par rapport à tous les... C'est ce que je vais vous dire. À tout ce qu'on la CEDEAO a comme... C'est ce à quoi je vais répondre très clairement. L'objectif de base de l'AES, c'est bien de répondre à l'enjeu sécuritaire, en créant une alliance de ces États-là pour lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas? Disons qu'on décide qu'on ne veut plus d'AES. Alors on revient à quoi? Le G5 Sahel? Expliquez-moi comment celui-là a apporté le moindre... Attendez, c'est pas ça la question. C'est la question. Vous êtes en train de me Monsieur demander, le Président, je suis en train de vous dire... dire... En quoi AES est une alternative? Mais c'est une alternative à la CEDEAO, puisque la CEDEAO n'a rien à voir avec la CEDEAO, c'est beaucoup d'autres... C'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de... Comme vous l'avez dit, c'est un ensemble... Vous refusez de m'écouter. Allez-y, terminez. Vous refusez de m'écouter. Tout simplement. Je vous dis que vous résumer souvent. La solution du G5 Sahel, pour moi, n'était pas une solution qui apportait la moindre solution. Et donc, les États de l'AES ont décidé de proposer une autre solution qui aujourd'hui, moi, je la lis sous l'angle de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose de plus que ce que le G5 Sahel était en train de faire? Je constate justement... ils sont en train de créer... Laissez-moi parler. Voilà. Laissez-moi terminer. Je constate effectivement que cette AES-là a réussi la coordination des forces de ces trois États pour mener des opérations conjointes et régulières sur l'ensemble de ces trois territoires. Mais là, ce n'est pas un ensemble sécuritaire seulement. Monsieur le Président, il faut... Mais donc... s'il vous plaît, on va poser votre dernière question, s'il vous plaît. La CEDEAO, l'AES a été créée aujourd'hui. Depuis un certain temps, ils évoluent vers une logique de confédération. Ils l'ont dit en réalité, une logique de confédération pour être une alternative à la CEDEAO par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, par rapport à tout ce que la CEDEAO a recélé, non pas la question sécuritaire. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes en train... Tout ce que la CEDEAO recèle comme avantage pour les États qui la composent. Vous êtes en train d'aller... Vous êtes pressé. Il a le passeport CEDEAO. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité. Vous réduisez l'AES seulement à la question sécuritaire. Mais s'il vous plaît, je ne l'ai pas réduit à ça, j'ai commencé par cela. C'est pas un problème. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Sauf qu'il dit qu'il n'y a pas de temps. Revenons à ma dernière question. Allons-y à votre... Nous avons le dialogue international. Vous preniez le dialogue. Ça aussi, je me rappelle. Vous savez, ça prend toujours par rapport à vos fondamentaux. Okay. Vous prenez le dialogue. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est en train de se dérouler dans le sens que vous avez souhaité? De quel dialogue vous parlez? Le dialogue intermalien qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est arrivé au stade de l'élaboration d'une certaine charte
de la paix au Mali. C'est de cela qu'il s'agit. Pensez-vous que le dialogue est tel qu'il était en train d'être conduit par le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga est en train de suivre ce que vous attendiez comme... Moi, de mon point de vue, le dialogue est une obligation, mais n'est pas un sacerdoce qui doit être un sacerdoce interminable. Parce qu'on a passé notre temps à dialoguer, et à chaque fois, on ressort de chacun de ces dialogues en se disant ça n'a pas été suffisamment inclusif, ça a été boycotté à gauche, ça a été boycotté à droite. Au bout d'un moment, quand on a dialogué et qu'on arrive à une conclusion, quelle qu'elle soit, il est temps que dans notre pays, on accepte qu'une stratégie soit mise en œuvre. Et pour moi, c'est ça qui fait de nos pays des États qui n'arrivent pas à progresser. Parce qu'à chaque fois, nous sommes à la recherche d'un éternel consensus, d'un éternel dialogue qui en réalité n'aboutit à rien d'autre qu'à l'inaction publique et à des arrangements entre élites. Vous parlez de ce dialogue-là? Non, je parle de tous les dialogues de manière générale. Celui-ci, comment vous percevez? Pour moi, celui-ci, forcément, il n'a pas été le plus inclusif parce que certains l'ont boycotté. Donc, nécessairement... Non, mais est-ce que certains ont été même associés? Ça ne peut pas seulement boycotter. Nécessairement, certains n'ont pas été exclus. Cela nous pose une question. Et comment pensez-vous d'un dialogue où ne figurent pas, par exemple, comme vous l'avez dit, les protagonistes essentiels, ceux-là avec lesquels vous pensez qu'il ne faut pas négocier, mais ils auraient pu quand même se retrouver dans le cadre de ce dialogue-là. Ce n'est pas une négociation. En tant que Malien, on aurait pu, par exemple, parler du CSP. Entreprendre du CSP. Faut-là leur absence. Comment voyez-vous un dialogue où il y a quand même un pan entier des acteurs politiques qui sont comme forcés de s'exiler, d'abandonner le pays et autres là? Voyez-vous un avenir quelconque à ce genre de dialogue qui est en train de se dérouler de cette façon? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous sortir de tous ces faux débats, parce que pour moi, on va éternellement rester dans la recherche du problème sans vouloir nous projeter dans l'avenir. C'est pour ça que même quand je parlais, vous me disiez ce qu'il faudrait faire, Je pense qu'un acteur politique, sa vocation, c'est de vous projeter dans l'avenir, pas de vous maintenir dans le passé ou le présent. Donc aujourd'hui, pour moi, le futur dans lequel je veux que le Mali se projette, c'est enfin qu'on puisse aboutir à un calendrier qui nous amène à une normalisation de la situation dans notre pays à travers l'organisation d'élections. Que ces élections, pour moi, commencent par les présidentielles, vous m'entendez? Et qu'on poursuive avec les législatives rapidement pour faire en sorte que l'État revienne à la plus grande normalité. Et voyez-vous la démarche en train de se dérouler dans ce sens? De mon point de vue, la démarche est en cours. La démarche se fait. Vous créditez le système. On va l'écouter comme il a oui dire. Oui dire qu'en septembre ou octobre, une session spéciale du CNT aboutira à l'adoption de différents textes. J'espère que ce oui dire est cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en définitive, ce dont le Mali a véritablement besoin à ce stade de la vie de notre pays, c'est qu'il y ait un calendrier et qu'on ait à des élections. COD, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience à présent. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keita, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, moi, le débat là m'a prouvé que COD, c'est vraiment se débattre. Il sait non seulement débattre, mais il sait se débattre aussi. Hein? Ouais, bah, écoutez, hein, ce n'est pas le même personnage que j'avais rencontré il y a quelques années de cela. Hein. Ça fait peut-être 2 ans, quand il claquait la porte là. Et j'ai rencontré, il me semble, vraiment un grand apprenti politique cette fois-ci, puisque il est en train de gagner en maturité, sauf que cette maturité ne dépasse pas un peu les mêmes stratégies, les mêmes astuces qu'on a déjà connues, qui consistent un peu à, si vous voulez, à faire dans la langue de bois. Hein? Pas du tout. C'est vous, s'il vous plaît, nous sommes dans les secrets de la délibération. À faire dans la langue de bois, vous voyez, à tourner autour du pot par rapport à certaines choses. Je vis vraiment un invité très équilibriste, dont son truc, comment on appelle, son effort de ne pas heurter, vraiment, quelque chose. L'effort de ne pas heurter a un peu mangé son talent, vous voyez, et ses approches, qui peuvent être vraiment des approches très originales, mais qui, je pense, aujourd'hui sont un peu... C'est pour cela qu'il essaye, pour moi, de se surpasser, d'être au-dessus
du vrai débat qui se déroule dans ce pays. Le vrai débat, c'est, il a dit aujourd'hui qu'il ne veut pas être pour ou contre, ça se comprend, c'est clair. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais il s'agit de dire son opinion sur ce qui se passe dans le pays. C'est là que le public a besoin. Puis certes, on a besoin aussi de se projeter dans l'avenir, tel que vous l'avez défendu ici. De se hisser un peu au-delà. Mais il faut savoir aussi se mettre au niveau de l'ensemble du public. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'il ne mérite pas d'être condamné. Quel qu'en soit, c'est un jeune très talentueux. Hein? Il a été très équilibriste. Ça a un peu mangé le débat, mais on a beaucoup appris quand même. Et je pense aussi que le public a beaucoup appris en l'écoutant. Et je vous demande de la quitter. Laya? Bon, je vais aborder dans le même sens qu'Abdraman, sauf que je souffre de n'avoir pas pu aborder une question économique avec lui, parce que je l'ai dit au début. Sauf que vous avez tout le temps de le faire. Je l'ai dit au début, j'ai aussi directeur d'une entreprise qui intervient dans la crypto-monnaie. Je souffre de n'avoir pas abordé cette question avec lui, parce que c'est l'occasion. Mais comme l'a dit Abdraman aussi, c'est un jeune qui a du talent, très brillant, qui s'est bien défendu au cours de cet exercice, mais qui a été beaucoup prudent dans ses réponses. Et je vois en lui un homme engagé, ayant des convictions très fortes. Et je trouve qu'il n'y a pas lieu de le condamner. Je vous demande humblement, comme l'a si bien dit Abdraman, de l'acquitter purement et simplement. Au bénéfice de ces deux réquisitoires favorables à l'accusé du jour, il me plaît de libérer purement et simplement M. Cheick-Oumar Diallo, président du mouvement Nouvel Horizon Mali Djossra, des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Dernier mot, c'est juste m'étonner de Keïta qui pense que j'ai fait l'équilibrisme, mais je ne pense pas l'avoir fait du tout. J'ai été suffisamment clair. Pour moi, le pays était dans l'obligation de faire face à son enjeu de sécurité. Il est en train d'y faire face. Aujourd'hui, l'urgence qui vient, c'est de répondre aux enjeux énergétiques, de faire en sorte que le calendrier électoral sorte le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce qui est une grande priorité. Maintenant, j'espère qu'on aura des réponses rapidement par rapport à ces questions-là. Et je terminerai en disant à Laya que l'entreprise effectivement s'appelle Bitrun. C'est une entreprise spécialisée en intelligence économique et également dans le secteur de la blockchain. Je pense que c'est un secteur extrêmement porteur qui a un très bel avenir, qui souffre d'un seul problème, c'est la mauvaise image qu'il peut y avoir par rapport à d'éventuelles arnaques ou ceci, cela. Oui. Mais justement, c'est à ce à quoi aspire notre entreprise, c'est-à-dire participer à l'adoption internationale du Bitcoin et de la blockchain de manière générale. Okay. En tout cas, nous vous remercions aussi d'être passé. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Cheick-Oumar Diallo, président du mouvement Nouvel Horizon Mali Djossra. Faso Djossra, Faso Mali, c'est la même chose. En tout cas, au revoir.